de votre fidélité 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Quelques heures seulement après l'inhumation de l'étudiant Abdoulaye Ba, sa famille réclame vérité autour des circonstances de sa mort. Une mort qui a fait l'objet d'une autopsie. L'examen médico-légal a mis en évidence des traumatismes d'une extrême violence. L'étudiant en médecine aurait succombé à une série de blessures graves qui ont touché plusieurs de ses organes vitaux. Des révélations qui ont provoqué l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme. Le Forum du justiciable appelle le procureur de la République à réagir en toute urgence compte tenu de la gravité de la situation. Les dirigeants de l'université Alioune Diop de Bambey s'expliquent après fermeture du campus et particulièrement de ses restaurants. Une fermeture qui, selon le CROUS, s'imposait pour assurer la sécurité des agents mais aussi la préservation du matériel. La mesure ne convainc pas les pensionnaires de l'université qui disent recourir à des quêtes pour se nourrir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Que la justice sénégalaise élucide les circonstances du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. C'est ce que réclame sa famille. Face à la presse, Mamadou Dioul Deba, porte-parole de la famille meurtrie par le décès de l'étudiant en médecine, dit attendre un procès impartial après publication des résultats de l'autopsie qui révèle des violences physiques graves commises sur le défunt. Nous écoutons la déclaration du porte-parole de la famille au micro de Chersali Boudjara. Il est décédé. Le reste, comme on a fait l'autopsie, après, nous vous en dirons plus, Inch'Allah. Maintenant, nous, dans quel état on était, c'est toujours le sentiment de tristesse. Mais comme on vous a toujours dit, nous sommes des croyants. C'est Dieu qui nous avait donné Abdoulaye. Il l'a retiré. Même si les circonstances n'étaient pas les circonstances souhaitées, mais nous attendons toujours la justice pour qu'il puisse nous édifier par rapport aux circonstances de son décès. Je pense que les enquêtes sont en cours, beaucoup de personnes ont été entendues, on est en train d'attendre. C'est pour ça qu'on vous a dit que nous sommes en attente et nous faisons confiance à la justice. Abdoulaye a été un garçon très brillant, très bien éduqué. Pour ceux qui le connaissent, Abdoulaye a été un soutien pour sa chère maman qui est à côté. Il fait partie des garçons qui fait la cuisine pour sa maman. Abdoulaye a été un fils irréprochable et exemplaire. Le rapport d'autopsie de l'étudiant Abdoulaye Ba, dont le décès a été constaté le 9 février 2026, apporte un éclairage sur les circonstances de sa disparition. L'examen médico-légal écarte la thèse d'une mort naturelle et met en évidence des traumatismes d'une extrême violence réalisés au laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital général Idrissa Pouye par le docteur Diallo. L'expertise conclut qu'Abdoulaye Ba a succombé à un polytraumatisme sévère. Les conclusions du médecin légiste rejettent catégoriquement les hypothèses de causes naturelles isolées telles qu'une crise d'asthme qui avait circulé au départ. L'autopsie décrit plutôt une série de blessures graves touchant plusieurs organes vitaux, principalement sur le côté gauche du corps. Le rapport mentionne des fractures des 10e et 11e côtes gauche responsables d'un embrochage du poumon, entraînant des plaies profondes et un volumineux hémothorax. Des lésions importantes ont également été relevées au niveau de la rate et du rein gauche, provoquant des hémorragies internes massives. Bien qu'aucune fracture du crâne n'ait été constatée, l'étudiant présentait une commotion cérébrale et une hémorragie sous-durale, signe d'un impact violent à la tête. Selon l'analyse médico-légale, c'est la combinaison de ces hémorragies internes thoraciques, abdominales et crâniennes qui ont conduit à une défaillance cardio-respiratoire aiguë. La mort donc de l'étudiant Abdoulaye Ba qui continue de susciter une vive émotion et de nombreuses interrogations alors que certains évoquaient une crise d'asthme pour expliquer le drame. Les conclusions du laboratoire d'anatomie de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff viennent apporter des éléments nouveaux que vous venez d'entendre. Le rapport fait donc état de traumatismes multiples et sévères
éloignant la thèse d'un simple malaise, des révélations qui provoquent l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme. Le Forum du justiciable appelle notamment le procureur de la République à agir rapidement pour situer les responsabilités. Retour sur une affaire qui relance le débat sur les circonstances exactes du décès de l'étudiant dans ce reportage d'Habib Faye. La thèse d'un simple malaise respiratoire semble désormais fragilisée. Selon le rapport médical, Abdoulaye Ba présentait des traumatismes multiples et sévères, des lésions qui interrogent profondément sur les circonstances exactes de sa mort. Ces éléments scientifiques établis après autopsie viennent contredire les premières hypothèses évoquées dans les heures qui ont suivi le drame. Une révélation qui fait bondir les défenseurs des droits humains. Nous avons le cœur qui saigne. Nous avons le cœur meurtri parce que, après l'exploitation des conclusions de l'autopsie, on a l'impression que l'étudiant Abdoulaye Ba est décédé parce que tout simplement, on a exercé sur lui une violence d'une gravité extrême. On a l'impression que Abdoulaye Ba a perdu la vie parce que tout simplement, il a été battu à mort. Ce qui est d'une gravité extrême dans un état de droit. Pour le Forum du justiciable, il ne s'agit plus d'attendre. L'organisation réclame l'ouverture rapide d'une information judiciaire et l'identification des responsables. Nous voulons, de manière solennelle, interpeller directement le procureur de la République pour lui dire, Monsieur le procureur, je pense que les présumés auteurs de cet acte de barbarie, de cet acte indigne, ignoble, ces auteurs doivent être poursuivis et condamnés à la hauteur de leurs actes. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui méritent la garde à vue, ce sont les auteurs de cet acte et non pas les étudiants. Aujourd'hui, ceux qui ont exercé cette violence d'une gravité extrême sur la personne d'Abdoulaye Ba qui a entraîné sa mort, ces personnes méritent la prison. Dans un contexte déjà tendu entre étudiants et forces de l'ordre, ces conclusions médicales jettent une lumière crue sur cette affaire et ravivent la colère sur le campus. À Diourbel, les étudiants à la faculté de médecine de l'université Alioune Diop ont marché pour exiger lumière et justice pour leur confrère Abdoulaye Ba, tué à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était aussi l'occasion pour ces étudiants d'exiger plus de 12 mois de bourse. Ils ont décrété cessation de toute activité pédagogique et prévoient l'organisation de jours sans ticket, sans limite. Mohamedou Makanera est leur porte-parole, nous l'écoutons. Abdoulaye Ba, survenu à Dakar, à l'université Alioune Diop de Dakar. Face à cette situation, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont décidé de boycotter toutes les activités pédagogiques jusqu'à nouvel ordre et décréter des journées sans ticket, des IST, au sein de nos campus. Et avons décidé aussi de faire une marche pacifique pour demander justice à notre confrère Abdoulaye Ba et aussi à tous les étudiants qui ont été battus, malmenés par les forces de l'ordre. On demande la justice. Raison de notre marche pacifique aujourd'hui. Les bourses, c'est partout. Ce n'est pas seulement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est partout. Nous aussi, on vit cette situation. Il y a des gens qui ça fait 13 mois qu'ils n'ont pas reçu leur bourse, qui sont là, qui souffrent en tant que des étudiants, qui devaient payer leur loyer, payer des tickets pour manger. Et tout ça, on a resté 13 mois sans les bourses. Ça, c'est inacceptable. Nous restons à l'université Alioune Diop de Bambey. Sur place, les autorités ont brisé le silence pour s'expliquer sur la fermeture des restaurants du campus. Une mesure prise dans le but de préserver la sécurité des agents, mais aussi la préservation du matériel. L'excuse est toutefois jugée légère par ces étudiants qui disent avoir dû cotiser pour se nourrir. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Ce décor a fini d'attrister les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. On a décrété 24 heures de journée sans ticket et on a constaté avec amertume la fermeture des restaurants venant du désert de Crous. Et là, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est non seulement ils ont fermé les restaurants d'une manière arbitraire et injustifiée, mais ils nous ont interdit de faire de notre moyen
pour servir les étudiants. Les restaurants fermés, ils ont fait des quêtes à travers la ville pour se concocter un repas partagé. Des restaurants venant du désert de Crous. Et là, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est non seulement ils ont fermé les restaurants d'une manière arbitraire et injustifiée, mais ils nous ont interdit de faire de notre moyen pour servir les étudiants. Frustrés, mais jamais ils ne baisseront les bras dans ce combat pour la bourse. Amèrement, nous disons à ces canards boiteux qu'ils arrêtent. Il ne faut pas en aucun cas intimider les étudiants. Nous n'allons pas rester derrière ce combat qui est noble et mené par toutes les universités du Sénégal. N'a jamais été une lâche. Un étudiant n'a jamais perdu un combat et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Le mieux que ces autorités devraient faire, c'est appeler au dialogue. Et en fait, faire de leur mieux pour que la lumière soit faite sur le décès injustifié et tragique de notre camarade Abdoulaye Ba. Ces pensionnaires d'Alioune Diop sont tout de même déçus face à ce qu'ils appellent la manipulation du régime. Et la sortie des autorités étatiques, c'est-à-dire le gouvernement, qui en réalité, au lieu de trouver des solutions pour en réalité pallier les éventuels problèmes, mais ce gouvernement s'est permis de prononcer des mots de manipulation et des mots de honte, mais également des mots de bassesse. Face à la presse, ces étudiants ont corrigé le ministre. Dit que le campus social ne fait pas partie de la loi 94-78 qui régit les espaces universitaires, c'est-à-dire les franges universitaires et les libertés. Il se trompe. Il se trompe. À l'article 9 de ce texte-là, nous rappelle que le campus social fait partie des espaces universitaires. Et l'article 2 qu'il énumère, cette disposition-là ne précise pas les franges universitaires. Ce jeudi, le Crous de Bambey a finalement fermé ses restaurants pour préserver la sécurité du matériel et des agents. Et même constat au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor où le restaurant a été fermé pour la seconde fois en quelques jours seulement. La direction du Crous affirme qu'il s'agit là d'une mesure pour barrer la route à un groupe d'étudiants qui continue de décréter des journées sans ticket. Les pensionnaires déplorent cette décision. D'ailleurs, ils ont vite fait d'organiser des repas après avoir ouvert une cagnotte. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. L'annonce de la fermeture du restaurant du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université Assane Seck de Ziguinchor est faite via un communiqué. La direction du Crous a indiqué que les conditions n'étaient plus réunies pour un bon déroulement des services de restauration. La direction du Crous écrit que c'est un groupe d'étudiants qui a poursuivi leur journée sans ticket. On était en mouvement d'humeur. Le directeur du Crous a encore ouvert les restaurants. On a pris le petit déjeuner. Ensuite, il a fermé encore le restaurant. Et nous n'avons rien à dire sur ça. Hein. C'est une décision de l'autorité. On n'a qu'à accepter cela. En ce qui concerne notre mouvement d'humeur, voilà, nous allons continuer notre mouvement d'humeur. Parce que nous sommes dans un pays où actuellement, voilà, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de soucis aussi au niveau des étudiants. Hier, sans compter, on a arrêté nos frères étudiants. Et voilà, nous déplorons cela, nous fustigeons cela encore une fois. Une situation très difficile que les étudiants tentent de contenir en ouvrant une cagnotte. On est en train de traverser des moments très difficiles, mais n'empêche, on essaie de gérer avec la cagnotte qu'on a ouverte. Il y a des gens qui sont en train de nous donner des subventions pour qu'on puisse préparer des repas chaque jour. Aujourd'hui, on a fait durant 3 jours. On a préparé du dîner et du déjeuner aussi. En plus de la suspension des services du restaurant universitaire, le communiqué ajoute que pour les mêmes raisons, les opérations de codification sont également reportées à une date ultérieure. Cette information regrettable qui vient de nous parvenir ce mercredi en délogeant les élèves du lycée de Sindia. Un jeune élève a reçu une pierre. Il a finalement succombé ce jour à l'hôpital de Popenguine où il avait été admis. Il était en classe de 6e au collège de Sindia.
Nous poursuivons ce journal toujours avec cette crise qui sévit au sein des universités sénégalaises. À l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil académique opte pour la continuité des activités pédagogiques et scientifiques. La suspension des amicales d'étudiants est agitée. Des mesures rejetées par le collectif des amicales. Ils veulent une réouverture du campus social dans les meilleurs délais et cela avant toute reprise pédagogique. Synthèse avec Aminata Mbaresso. Situation confuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entre le conseil académique et le collectif des amicales, l'on ne parle pas le même langage. Suite à la fermeture du campus social, le conseil académique se réunit ce jeudi pour prendre certaines mesures relatives à la reprise des activités. Le premier point, à l'ordre du jour, la décision de continuer les activités pédagogiques et scientifiques pour, disent-ils, ne pas changer le calendrier universitaire. La deuxième mesure, la suspension des amicales à titre conservatoire. La troisième, la mise en place d'un comité ad hoc chargé de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires. La quatrième mesure prise par le conseil académique, l'institution de cellules d'écoute pour accompagner toutes les parties prenantes à la crise. Une pluralité de mesures qui ne semble pas convaincre le collectif des amicales. Quelques heures après le communiqué du recteur, les étudiants ont sorti une note qui s'oppose catégoriquement aux mesures prises par le conseil académique. Pour le collectif des amicales, les conditions pour une continuité des activités pédagogiques et scientifiques ne sont pas réunies. Ils posent comme préalable la réouverture du campus social. Outre ce point, le collectif fustige également la volonté du conseil académique de vouloir suspendre les amicales. La priorité pour les représentants des étudiants, des enquêtes pour connaître les véritables causes de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. À ce titre, il rejette les mesures prises par le conseil académique, un flou total qui perturbe le déroulement des enseignements dans la majorité des universités publiques. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, le restaurant universitaire a été fermé ce matin. Des incidents au moment du petit déjeuner ont poussé le recteur et le directeur du CROUS Ziguinchor à fermer le restaurant universitaire. Affaire Farbangom suite à l'appel interjeté par le parquet financier contre l'ordonnance de mise en liberté provisoire accordée à Farbangom par le juge. L'affaire a été examinée ce jeudi devant la chambre d'accusation financière. L'audience s'est tenue en présence des avocats du maire des Agnam, maître Baboukar Sissé notamment, et du parquet général. Selon des informations de nos confrères de Sénéweb, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance rendue par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Par conséquent, Farbangom sera libre si le parquet n'introduit pas un recours en cassation. Et nous poursuivons toujours avec l'actualité judiciaire pour parler de nos 17 compatriotes emprisonnés au Maroc. Après 5 heures d'audience, le tribunal a décidé de fixer la date de plaidoirie au jeudi 19 février 2026, date à laquelle la défense pourra présenter ses arguments et contester les charges retenues contre les supporters. Cette étape intervient alors que la grève des avocats qui avait empêché la tenue normale des audiences a officiellement pris fin ce 12 février. L'audition du jour ne constituait donc pas le jugement final, mais une étape procédurale importante. La présence des avocats à la prochaine audience sera déterminante pour assurer que les droits de la défense soient pleinement respectés. Un point particulièrement sensible étant donné que l'interrogatoire sur le fond s'est tenu sans la présence de leur conseil. L'affaire continue de susciter l'attention au Sénégal où les familles et supporters suivent de près le dossier. La prochaine audience du 19 février sera donc décisive pour le sort de ces 18 compatriotes. Au lendemain du décès brutal de notre confrère Georges Déthié Diop, l'émotion reste vive à la rédaction de la radio Futur Média. Visage fermé, regard embué, silence lourd, collègues et proches peinent encore à réaliser la disparition brutale du présentateur emblématique du journal matinal, décédé arme à la main tout juste après avoir présenté l'édition de 7 heures. Retour sur l'hommage rendu à un journaliste respecté, rigoureux et profondément humain. Fatima Touré. Des visages marqués par la douleur et la perte d'un être cher. L'émotion était palpable à la rédaction de la RFM au lendemain du décès du journaliste Georges Déthié Diop.
brutalement emporté après avoir présenté le journal matinal de 7 heures. Présentateur emblématique de la RFM, il est décrit par ses collègues comme un homme d'une bonté incommensurable et d'une générosité sans égale. Une perte inestimable. Georges était quelqu'un en fait de très polyvalent, un professionnel dans l'âme, un rassembleur, un fédérateur, quelqu'un qui tout le temps veillait sur le professionnalisme dans le traitement de l'information. Et ces valeurs-là, il me les inculquait depuis 2018, quand j'ai commencé mon stage ici à la RFM, et quand je suis revenu en 2022, nous travaillons toujours ensemble. Je ne dirais pas seulement collègue, mais mentor et grand frère aussi. Parce que moi, je l'ai connu il y a 20 ans et depuis lors, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de lui. Dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un aussi qui motive les gens et qui te pousse à aimer le métier. C'était un homme bien, un homme très affable, très ouvert, très humble et très professionnel qui est parti. Plus de 20 ans d'engagement et de professionnalisme dans le paysage médiatique sénégalais, Georges Déthié Diop était un modèle pour ses pairs. Sa rigueur et son sérieux dans l'exercice du journalisme ont marqué toute une génération. Très professionnel, très engagé et à l'éthique, comme je l'ai dit tout à l'heure à un de ses amis, à l'éthique indéboulonnable. Georges, au-delà de son humilité, Georges, il nous exhortait un peu à nous engager vers une voie vraiment de sainteté. Je vais parler d'une grosse perte pour la radio, parce que Georges, c'est le professionnel jusqu'au bout des ongles. Georges, c'est l'intégrité. Georges, c'est la simplicité. Georges, c'est l'humilité, mais la modestie. Mais la dignité. Je disais tout à l'heure qu'il est de Ndiaganiao. On le sait, Ndiaganiao, c'est la ville du président Bassirou Diomaye Faye. Ils se connaissent. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il a été élu président, beaucoup disaient que bientôt vous allez nous quitter, on le taquinait comme ça. Mais il est resté humble, il est resté digne, malgré les tentations. Et une autre anecdote aussi, durant la campagne présidentielle de 2012, il était dans la caravane du président Abdoulaye Wade. Alors, il était prévu des per diem pour les jeunes qui accompagnent le président. Mais lui, il n'a jamais touché à ces per diem-là. Il disait que je reçois des per diem de ma réaction, ça me suffit largement. Et cela même avait impressionné la cellule de communication de la présidence. Ce qui montre la dignité et la valeur de l'homme, son intégrité, ce qui est une denrée rare. Et puis aussi son dévouement total au travail, son engagement. Sa disparition suscite une vive émotion au sein du groupe Futur Média et plus particulièrement à la RFM, où il a servi avec passion et excellence. Issu de la 35e promotion du CISTI et formé à l'EBAT, il laisse derrière lui une famille endeuillée, des collègues meurtris et un journalisme orphelin de l'un de ses plus grands serviteurs. La levée de corps de notre regretté Georges Déthié Diop aura lieu ce samedi 14 février à partir de 9h à l'hôpital Fann. Elle sera suivie de son inhumation à Ndiaganiao, sa terre natale, paix éternelle à ce brave soldat de l'information. Nous poursuivons ce journal avec cette information de la Marine nationale. Sachez qu'une de ses embarcations a chaviré à l'embouchure du fleuve Sénégal ce matin. 3 marins sont portés disparus. Une vedette de la Marine nationale a chaviré à l'embouchure du fleuve. C'était ce matin aux environs de 9h. Elle effectuait une mission de liaison et aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques. Le bilan des opérations de secours fait état de 10 rescapés et 3 militaires sont portés disparus. L'épave a été récupérée. Des recherches approfondies impliquant des moyens aériens, maritimes et terrestres se poursuivent encore pour retrouver les 3 disparus. Entre exigences de performance et devoir de transparence, la Gendarmerie nationale a dévoilé ce matin le bilan de ses activités pour l'année 2025, un exercice de redevabilité qui met en lumière les progrès stratégiques réalisés sur le terrain et l'engagement sans faille des unités face aux nouveaux défis sécuritaires du territoire.
Alassane Ba et Alioune Diagne ont assisté à ce séminaire compte rendu. La gendarmerie nationale a fait son bilan. Ce matin, le haut commandant a présenté les résultats de l'année 2025, un exercice placé sous le signe de la transparence et de la redevabilité. Pour l'institution, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de prouver son engagement envers l'action publique et l'exigence de performance. Ces résultats sont avant tout le fruit d'un déploiement soutenu sur l'ensemble du territoire. Les résultats enregistrés en 2025, que ce soit dans le domaine de la police judiciaire, de la lutte contre l'insécurité routière, du vol de bétail, de la migration irrégulière ou dans d'autres secteurs d'intervention, sont le fruit d'un engagement soutenu de nos unités sur l'ensemble du territoire national. L'accent a particulièrement été mis sur la sécurisation des zones sensibles. Face à des défis sécuritaires croissants, l'intensification des opérations, notamment dans les zones frontalières et aurifères, a porté ses fruits. La lutte contre la criminalité y a enregistré des progrès significatifs. Les opérations de surveillance, de sécurisation et de contrôle, notamment dans les zones frontalières et aurifères à l'Est, ont permis de réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Notre action s'inscrit résolument dans la mise en œuvre transparente du plan stratégique 2025-2029 de la gendarmerie nationale, en parfaite harmonie avec la vision Sénégal 2050 et les priorités définies par le gouvernement. Au-delà du bilan comptable, cette présentation a été l'occasion pour le haut commandant de saluer la résilience de ses troupes. En rendant un hommage appuyé aux hommes en bleu, il a réaffirmé leur mission de paix et de stabilité. L'objectif est désormais clair, maintenir cet élan de solidarité pour surpasser ces indicateurs dès 2026. Parlons santé à présent face à cette affaire de transmission volontaire du VIH-Sida qui actuellement défraie la chronique. Le comité sénégalais de lutte contre le sida invite les populations à aller se faire dépister. Le CNLS exprime sa préoccupation quant à la suite dans la lutte contre ce fléau, notamment dans la prise en charge des autres porteurs du virus. Dr Fatoumata Ali était l'invité d'Info Matin, nous l'écoutons. Moins d'1%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida au Sénégal, un pourcentage dans lequel on retrouve deux catégories de personnes, les homosexuels et les travailleuses du sexe. Que la prévalence du VIH est actuellement à 0,3%. Et cette prévalence basse, malheureusement, comporte des disparités, surtout chez les populations dites populations clés. Donc, c'est les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses du sexe, mais également les usagers de drogue par voie injectable. Donc, nous renforçons nos stratégies, toutes nos activités de sensibilisation et de prise en charge au niveau de ces personnes dites vulnérables, dites populations clés. Mais cette histoire de transmission volontaire du VIH soulève des inquiétudes pour le CNLS. Dr Fatoumata Ali est préoccupé par l'impact de cette histoire sur la prise en charge d'autres personnes diagnostiquées. Nous risquons de perdre tous les patients qui sont suivis et bien suivis. Des patients vont arrêter leur suivi et qui arrête son suivi aura des complications liées au VIH. Pour faire face aux conséquences incalculables de cette question de transmission volontaire du VIH, le CNLS appelle toute la population à aller se dépister. Éducation à présent, comment garantir que chaque franc investi dans l'école sénégalaise serve réellement à l'amélioration des résultats? C'est tout l'enjeu de la formation ouverte par International Budget Partnership, IBP Sénégal, en réunissant les gestionnaires du système éducatif autour de la maîtrise du budget programme. L'organisation vise ainsi une plus grande transparence et une meilleure prise en charge des réformes prioritaires. Je vous propose d'écouter Aminata Fall, directrice de la stratégie IBP Sénégal. Elle nous en dit plus au micro d'Al Hassan Ba et d'Alioune Diagne.
Que les finances publiques sont au cœur du débat public autour de la démocratie et l'État est en train d'entreprendre également des réformes importantes, notamment dans le secteur de l'éducation, avec aujourd'hui la mise en œuvre du programme OEPS, qui est la matérialisation aujourd'hui de l'enseignement en langue nationale au Sénégal. Et donc l'objectif d'IBP vraiment, c'est d'appuyer la mise en œuvre effective de cette réforme, surtout dans un contexte où depuis 2020, la mise en œuvre du budget programme est effective au Sénégal et il est important aujourd'hui qu'on puisse appuyer davantage le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre et dans l'amélioration sur toute la chaîne budgétaire, sur la planification, l'exécution budgétaire, le reporting et le suivi. Et c'est donc tout l'objet tout le sens de cette formation, cet atelier de renforcement de capacité qui réunit aujourd'hui à la fois le niveau central, donc la DAGE, la direction de l'enseignement élémentaire, la DE, la DEPRE et les différents services du ministère, mais également le niveau déconcentré, les inspections d'académie et les inspections d'éducation et de formation des régions de Dakar, Pikine, Rufisque et également des régions de Matam et Diourbel. Et donc c'est une occasion pour nous de renforcer leur capacité sur la chaîne budgétaire, sur la maîtrise du budget programme, mais également aujourd'hui sur la mise en œuvre de ce programme qui est le MOEPS, tout en permettant aussi un cadre de concertation et de dialogue entre le niveau central et le niveau déconcentré, mais également les partenaires techniques et institutionnels qui ont bien voulu répondre à cette invitation. La Fondation Kéba Mbaye a procédé à sa rentrée annuelle qui coïncide cette année avec la 20e année de la leçon inaugurale sur l'éthique du juge, une occasion aussi de souligner l'œuvre de Kéba Mbaye au sein du Comité international olympique qui a pesé dans l'attribution des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 au Sénégal. Je vous propose de suivre une des membres de la Fondation au micro de nos reporters. Le juge Kéba Mbaye a été vice-président du CIO durant la présidence de Juan Antonio Samaranch. Il a lui-même créé le TAS, Tribunal arbitral du sport. Peut-être que certaines personnes ont entendu parler du TAS lors des récents événements de la CAN, mais c'est Kéba Mbaye qui a créé le TAS avec d'autres magistrats et juristes et qui a été le président de la commission éthique du CIO. Donc il n'a jamais laissé l'éthique dans toutes ses activités, qu'elles soient dans le sport, dans la justice ou dans l'éducation, parce que Kéba Mbaye aussi a été un professeur. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, le Sénégal a l'honneur de recevoir les JOJ. C'est un honneur pour le Sénégal, mais c'est aussi un honneur pour nous, parce que je pense qu'aujourd'hui, si ça n'avait pas été le travail du juge Kéba Mbaye, tout ce qu'il a apporté au CIO, le Sénégal ne serait pas aujourd'hui à même de faire ces JOJ-là. Je rappelle que le juge Kéba Mbaye a été l'un des premiers membres africains au niveau du CIO et qu'il a laissé une trace mémorable au sein de cette institution. Et c'est l'année 2026, nous allons encore augmenter et magnifier notre travail sur l'éthique et nous allons créer un site internet, une plateforme qui s'appellera ethiqueafrica.com où nous appelons tous les citoyens, tous les professeurs, tous les intellectuels, tous les journalistes à faire des contributions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Jean-Paul Ndour qui est déjà présent sur place. Alors Jean-Paul, vous parlez de quoi ce soir? Nous parlons d'un événement qui sera organisé à Rabat du 9 au 11 juin. Et nous invitons aujourd'hui donc dans Soir d'Info M. Lotfi Benani. Il est expert senior international en conception Smart City et Industrie 4.0, fondateur du sommet Arabo-Africain des territoires et des Smart Cities. Il est actuellement en séjour au Sénégal pour rencontrer les autorités. Parfait, je te cède la place avec grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes en notre compagnie.